Allez, on va démarrer tranquillement. Je vais faire la peine pour être sûr. Allez, cantonné général, hop. Dolores Adamski. Florian Grenier. Présent. Anne Drogo. Présent. Brahim Saïd. Présent. Alain Fernandez. Présent. René Martin. Présent. Pascal Lubin. José. Présent. Donc Seb Magnier, pouvoir à Brahim. Daniel Vassiliera, pouvoir à Florian. Laetitia Sarkozy, absente. Éric Blénard. Présent. Franck Présumé. Clotilde Berthier, pour le moment, on va mettre. Non, elle ne viendra pas, c'est sûr. Ah, mais oui, c'est sûr. Elle m'a dit qu'elle avait un souci. Ok. Elle ne viendrait pas. Vous avez reçu un mail ou pas? Non. Bon. Pour le moment, on ne va rien mettre et on mettra soit absente, soit pouvoir si elle nous envoie son pouvoir. Excusez. Hein? Excusez sans pouvoir. Si vous n'avez pas. Ouais, non. Ah, moi je l'ai. Tu l'as? Si, vous êtes en copie. Ah, mais un instant alors. 18h24. Ouais, c'est ça. Pouvoir à qui alors? Est-ce que tu le sais? À toi? Non, à Eric, puisque du coup, toi, tu es déjà su de. Ok. Donc, Clotilde Berthier, Stéphanie Bessé, pouvoir à Anne Drogo. Alors, Sébastien Ginesté, Cédric Augier, absent. Charles Banqueri, Nicole Cluzel, Robert Pazero, Julie Adret, Yann Guény, pouvoir à René Martin, Orlane Fanger, et Xavier Doux, pour l'instant, pouvoir à Franck, mais s'il arrive en retard, on récupérera le pouvoir. Le quorum est donc largement atteint. Merci à toutes et à tous pour votre présence quand même dans cette semaine de vacances, c'est pas facile. Bon, en même temps, il n'y avait pas beaucoup de neige, donc mais bon. Merci quand même parce qu'on n'avait pas beaucoup de dates pour placer le conseil municipal. Il nous faut un secrétaire de séance. La dernière fois, c'était Charles. Non, José, t'as fait il n'y a pas longtemps. Moi je veux bien. Allez, René. Je crois qu'il y a qu'à signer, c'est tout. Non, maintenant on a changé, il faut tout prendre en note. C'est pour ça qu'on l'a fait avant. Ok, allez, merci René. Je vous propose qu'on démarre donc, par l'approbation du compte-rendu de la séance de l'année dernière, du 23 novembre 2023. Est-ce que vous avez des questions sur le compte-rendu de cette séance? Bonsoir madame la journaliste, enchantée, on ne l'a pas vu passer. Pas de questions, je vous propose qu'on le valide. Merci à vous. On démarre comme d'habitude par le compte-rendu des décisions. Donc il y en a eu pas mal. Je vais vous lire que les titres. Et si vous avez des questions, vous m'arrêtez, bien sûr, et je vous donne des explications. Donc la signature d'une convention d'occupation précaire donc de la structure multi-accueil rue Pierre-Mendès-France. C'est pour à la place de la maison de la petite enfance de Floréal. La signature d'un devis pour le déplacement de l'armoire électrique du CCAS de la commune. Pour information, c'est parce qu'on va accueillir l'espace France Service dans l'ancien local de la DGFIP et du coup l'armoire électrique était sur la porte. Donc il a fallu déplacer l'armoire électrique. Une petite blague à 5000 balles quand même, faut le noter, ça aurait pu s'en passer. La signature d'un devis pour la réalisation de travaux forestiers sur la commune, la signature d'un devis pour la réalisation d'une étude de structure sur le bâtiment des services techniques de la commune, l'engagement pour le changement donc, de logiciel scolaire et périscolaire avec la société Arpège, le logiciel qui s'appellera Concerto. L'engagement donc du cabinet d'avocats Fessler, Jorquera et associés pour donc, des conseils et l'assistance juridique en droit de l'urbanisme. La demande de subvention auprès de la préfecture de l'Isère concernant la rédaction du nouveau document d'information communale des risques majeurs d'ICRIM au titre du fonds Barnier. L'acceptation du devis et l'engagement d'un prestataire pour le remplacement du système de sonorisation du cinéma Paradiso.
La signature d'un contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle, donc intitulé Et si on chantait, donc pour une représentation le 17 décembre l'année dernière. La signature d'un devis pour la distribution de courants forts et faibles dans le local de la police municipale. Donc, la police municipale a déplacé ses locaux dans l'ancien appartement du gardien de la piscine. Parce qu'on commençait, voilà, on a toujours des problèmes de place, un peu en mairie de bureau, donc du coup il était prévu que la police municipale puisse un jour être dans un local on va dire autonome avec tout leur matériel, leur voiture et tout ça, et donc l'idée de déplacer à la piscine est plutôt bien parce que l'été ça permet de surveiller la piscine entre autres. Rien que de voir déjà la voiture de la police municipale garée, ça calme. Et puis surtout, c'est aussi en prévision un jour, peut-être, non, je parle de peut-être, de l'installation de la gendarmerie en face. Donc on aura un vrai pôle sécurité ici, voilà. En tout cas, ça paraissait cohérent, donc il y avait des petits travaux à faire. Après la demande de subvention auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre des plans particuliers de mise en sûreté, les PPMS, donc pour l'acquisition et l'installation d'équipements liés au dispositif anti-intrusion dans les écoles de la commune. Non, en fait c'est un système de balises avec pour les instituts aussi. Enfin, c'est plutôt pas mal. Ouais, pour éviter la crise. C'était demandé par les instituts depuis un petit moment et on a eu, pour information, on a eu 50% de subvention quand même. Oui, on a déposé normalement sur 30 000 euros. Une décision modificative numéro 5. Petite question. Oui. L'EDA ne passe plus en conseil. Sauf les 012. Oui, sauf celles qui concernent les. Eric, prends le micro. Quand tu poses des questions. C'est mieux. Ah, bien. Si. Oui, donc il y a eu un changement de procédure de demande. Avec la. Non, c'est quand on est passé à la M57. D'accord. Toutes les décisions modificatives sont des décisions du maire, sauf celles qui concernent le 012. Ok. Voilà, c'est dans le cadre de la M57. Il n'a pas fait longtemps. Oui. Mais après, c'est des décisions, donc elles sont. Voilà, elles passent en conseil municipal après, on décide. Mais non, c'est comme ça. Donc c'est un peu bizarre, qu'à la limite, même une décision, je sais pas. Une DM, elles sont rarement d'un gros montant. Oui, mais en l'occurrence, même une grosse dépense, tu n'es pas obligé de passer en conseil municipal. Alors, si c'est une DM, donc normalement la dépense, les DM sont jamais trop élevés normalement, puisque c'est juste un. Non, mais voilà. si la loi le permet, il peut y avoir des dérives. Peut-être qu'il y aura des dérives. Bon, celle-là, elle fait 4 000 euros. Oui, voilà, non, mais oui, on peut se poser la question. Après, il y a peut-être un seul exemple, on peut poser la question à notre responsable finance. Voilà, c'est des ajustements normalement. Mais je pense qu'il y a un dérègle par feu. En tout cas, voilà, celle-là, c'était 4 000 euros. L'acceptation du devis et l'engagement d'un prestataire pour l'acquisition et l'installation du dispositif d'alerte intrusion dans les écoles. Ensuite, la signature de l'accord cadre à bon de commande, donc fourniture de produits d'entretien d'hygiène et de petits matériels avec la société Pierre Le Goff. L'engagement pour la réalisation d'une mission de géodétection dans le cadre du projet donc, de requalification de la place Docteur Valois. L'engagement pour la réalisation de relevés topographiques du ruisseau Le Rival, la partie couverte. Ensuite, l'engagement pour la maîtrise d'œuvre complète du réaménagement du carrefour RD 53, RD 1092 dans le cadre de la requalification urbaine de la place Docteur Valois. La demande de subvention auprès de la caisse d'allocation familiale dans le cadre du changement de logiciel, donc gestion périscolaire. La signature d'un devis pour la réalisation et l'analyse des prélèvements complémentaires d'enrobés sur la place Docteur Valois.
la demande de subvention auprès de l'État, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département et de la communauté d'agglomération du Pays Louronais pour la requalification urbaine de Valois. 2 secondes. Oui, pardon. Là-dessus, ça va rejoindre les questions qu'on va avoir tout à l'heure, mais est-ce qu'on pourra avoir un tableau de l'ensemble des subventions qui ont été demandées dans le programme parce que finalement, on a des dépenses, on n'a pas les recettes. Dans la discussion du DOC, voire même dans la discussion de tout à l'heure sur l'engagement dans le programme, parce qu'on va voter l'engagement dans le programme, je ne sais pas, ce serait bien de le prévoir. En fait, c'est prévu, et puis normalement, c'est pour ça que Clotilde participe aussi au copie de PVD. Oui, on est en conseil municipal et oui. Nous, pour prendre position, on a besoin de savoir, je dis maintenant, comme ça, quand on en débattra tout à l'heure, on a besoin de savoir effectivement combien ça va coûter à la commune au final. Là, aujourd'hui, on n'a pas de document clair à présenter au conseil municipal, en tout cas, mais peut-être qu'effectivement, la simple, si on analyse ces demandes de subvention, ça nous suffit. Tout à fait. Oui. J'en étais à... Days. J'ai aussi une question. Je voulais savoir comment ça... Je pose la question en amont. 3500. 3500 balles la journée. Oui. Donc la signature de la convention FIDE. C'est marqué, non? Ah oui, parce que vous ne l'avez pas. Pardon. L'engagement pour la réalisation d'une mission de diagnostic de la couverture du rival. Et enfin, l'engagement pour la réalisation d'une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, le CSPS. Voilà pour les décisions. Vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, de toute façon, je vous propose qu'on démarre avec l'ordre du jour du conseil municipal. Donc on va commencer par l'administration générale. Donc je vais déjà vous parler de l'autorisation de signature d'une convention de prestation de services avec la CAPV pour la gestion de l'espace France Service à Tullin, qui ouvrira à la rentrée, je pense. Vous avez eu ça en annexe 1. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention? Pas de questions. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Déclaration adoptée, je vous remercie. Ensuite, la résidence L'Île de Fur. Donc, c'est le bâtiment où il y a l'ancienne pharmacie Fur. C'est la vente consentie donc, par la commune au profit d'AIH, Alpizer Habitat, donc suite à la fin du bail amphithéotique qui datait de 1983, donc on était arrivé au bout, 40 ans. Donc, l'idée c'était de laisser AIH poursuivre son travail de gestion de ces appartements, de ces 6 appartements. Donc, ils ont été, c'est une convention de rétrocession à l'euro symbolique de ces 6 appartements. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération adoptée, je vous remercie. La signature du document unique valant convention de réservation de logements locatifs sociaux pour les collectivités, donc avec la CAPV, le département. J'ai loupé quelque chose? Ah pardon, j'ai oublié le cimetière. Excusez-moi. L'approbation du règlement intérieur du cimetière. Il y avait juste une petite modif que vous aviez dans la note de synthèse. Voilà. Pas de question, je suppose. Qui s'abstient, qui est contre? Merci. Donc cette fois, la signature du document unique. Donc, la convention de réservation du logement locatif sociaux, donc pour les collectivités, entre la CAPV, la commune, le département et les bailleurs, Axis et Habitat dauphinois, donc annexe 2. Donc là, c'est des délibérations très techniques. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention? Donc c'est suite à la loi Elan, il y a eu des modifications. Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. L'avis donc sur le plan partenariat de gestion et la demande et d'information du demandeur, donc je fais grâce du PVGDID 2024-2030. En gros, c'est pour améliorer l'accueil et l'information et l'orientation des
des demandeurs, des personnes qui demandent un logement social. Vous avez des questions? Pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je pense même que c'est qu'un avis là. Il y a un avis, ouais. Donc il n'y avait pas de délibération, parce que si on ne le passe pas en conseil municipal, ça veut dire qu'on est d'accord. Ok, je vous propose qu'on passe aux finances. On va démarrer par l'adoption du CFU, donc le compte financier unique 2023 que vous avez eu en annexe 5. Alors, je vais sortir les yeux. Donc, conseil, le compte administratif, comme il s'appelait avant, donc 2023. Vous l'avez vu. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte administratif? Sachant qu'on en reparlera pendant le ROB, enfin, pendant le DOB, pardon. Vous allez voir, hein, donc finalement, une situation financière de la commune dont on peut se féliciter, on en reparlera hein, pendant le débat d'orientation budgétaire, mais une année 2023 qui se termine plutôt bien, et avec un petit mail du centre de gestion comptable qui nous confirme que la santé financière de la commune s'est améliorée. Alors il faut rester humble, hein. Elle s'améliore comme elle peut aussi se dégrader hein, d'une année sur l'autre. Mais en tout cas, prenons ça déjà comme un bon point et puis continuons à travailler. Maintenant, je ne ferai pas de piste d'amélioration encore dans le DOB, mais en tout cas, voilà, vous dire que le résultat 2023 est plutôt bien. Donc, vous avez des questions sur ce CFU? Juste une remarque, on en parlera tout à l'heure effectivement. On peut solliciter la bonne santé, la capacité financière qui a été retrouvée. Je tiens juste à rappeler que 500 000 € de plus d'impôts, de recettes d'impôts sur la taxe foncière, on peut remercier les Pulinois et les Ferratiers de la bonne santé, et pas seulement le conseil municipal. Alors, on va rappeler 500 000 € à leur poche. Oui, alors, en même temps, le conseil municipal est là pour développer des projets au profit des Tulinois. Donc, heureusement que ce n'est pas non plus qu'aux conseillers municipaux de financer tout ça, et c'est normal que la population y contribue. Et d'ailleurs, on a eu que très peu de retours négatifs, et beaucoup de communes, y compris le Pays Voironnais, a dû y passer cette année, parce que c'est une réalité en fait. Hein. À un moment donné, on en parlera aussi dans le DOB, mais les dépenses augmentent toujours plus vite que les recettes. Cette année, on est à plus 5,5 de dépenses et à plus 4,3 de recettes. Donc, à un moment donné, et je proposerai qu'on en débatte tout à l'heure, soit il faut aller chercher des recettes, soit il va falloir faire des économies. Sauf que quand c'est pour aller chercher des recettes, tout le monde est plutôt contre. Et quand c'est pour faire des économies, tout le monde ne veut rien supprimer. Donc à un moment donné, l'équation n'est pas facile. L'effet ciseau, hein, dont on parle depuis des années, il arrive. Donc il faudra que les élus prennent des décisions, et vraies. Hein. Alors si ce n'est pas l'augmentation de la taxe foncière, parce que je pense qu'une fois par mandat, c'est largement suffisant, mais suffisant en acceptabilité, mais financièrement, ce n'est pas suffisant. Il va de toute façon falloir faire des économies. Mais on en reparlera un peu plus tard, parce que bien sûr, il y a des pistes, hein, mais qui dit des pistes dit des décisions à prendre. Pas de questions sur le CFU, du coup? Donc c'est juste... Ah oui, il faut que je m'en aille. Ah, il faut que j'élise, il faut lire un président de séance. C'est qui? C'est le plus jeune? C'est le moins jeune? C'est Dolores. Dolores est à la retraite depuis le 1er février, alors que sera la présidente. Donc, bravo. Donc, moi, je sors pour ça. La porte, mais c'est tout ça. J'ai pas dit quand c'est pour faire l'actualité. Non, c'est juste, est-ce que tout le monde veut pour vous pour poser la question? Ah, peut-être. Est-ce que vous votez pour moi pour Oui. Comme l'abstention. Déjà, on commence par ça. Et après, on vote pour le CFU. Donc, acceptez-vous, votez-vous pour
Ok. Allons-y, on poursuit. Ensuite, vous avez eu donc l'État présentant donc l'ensemble des indemnités de toute nature dont ont bénéficié les élus qui siègent au conseil municipal sur l'année N-1. Vous avez le tableau, est-ce que vous avez des questions? Ça ne bouge pas depuis le début. Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote, qui est... C'est juste une présentation? Ok, allez. Ensuite, le DOB. Donc le DOB, vous avez eu le ROB, le rapport. Le ROB, c'est le rapport, et le DOB, c'est le débat que nous allons faire. Voilà. Donc juste, je vais rappeler quelques éléments, et puis après on pourra discuter, comme ça pour ceux qui n'ont pas lu ou moins bien lu, je vais rappeler quelques éléments très factuels. Donc, un contexte national et international tendu, hein, et ça on le sait, mais on se le répète chaque année, mais je pense que c'est quand même plutôt bien de le préciser. L'annonce de Bruno Le Maire il y a 15 jours de faire 10 milliards d'euros d'économies, on imagine où ils vont les faire, entre autres. D'ailleurs, le fonds vert et puis la MaPrimeRénov' vont déjà prendre une petite claque. Voilà, donc ça c'est directement la MaPrimeRénov', c'est pour les citoyens, et le fonds vert c'était pour nous, entre autres sur la place Docteur Valois. Voilà, donc ça, contexte national un peu tendu. Comme je disais aussi tout à l'heure, les charges de fonctionnement, donc plus 5,5 sur 2024, avec l'inflation, le salaire des agents qui ont augmenté, on en parlera tout à l'heure de l'enveloppe, à peu près qui est sur 2023. Toujours les coûts de l'énergie, un peu moins de bouclier énergétique, et ainsi de suite. Donc tout ça, plus 5,5, je vous ai dit, sur les charges de fonctionnement. Et juste pour information, et quand je vous ai expliqué tout à l'heure que nous allons avoir tous des efforts à faire, et ben c'était pas un vœu pieux, c'est plus 10% sur les dépenses pour les équipements. Alors la commune de Tullin est ultra dotée en équipement, ça c'est super pour les assos, pour nous, pour tout le monde, mais plus 10% le coût. C'est quoi ces dépenses? Et ben, c'est tout ce qui correspond par exemple à l'entretien courant des bâtiments, les travaux qui sont faits pour améliorer le côté énergétique. Alors par exemple la Pléiade, on a bénéficié de l'isolation à 0 € ou 1 €, je ne sais plus. Mais c'est vraiment l'entretien courant des bâtiments et surtout la modernisation. Et puis les bâtiments ils commencent à vieillir, donc ils commencent aussi à coûter très cher en entretien. Et puis en énergie, oui, mais ça, il y a eu des efforts qui ont été faits et ça paye. Mais voilà, un bâtiment qui vieillit, c'est un bâtiment qui coûte cher. Voilà. Et c'est normal, hein, c'est juste qu'il faut l'avoir en tête. Parce que plus 10%, c'est pas rien. Et comme je disais, les recettes, plus 4,5. Donc il n'y a qu'un gap de 1%. Donc il faut poursuivre donc, les efforts d'économie sur tous les postes, hein, car peu de marge de manœuvre. Comme je disais tout à l'heure, même si l'année 2023 était plutôt positive, on ne va pas augmenter la taxe foncière chaque année. Donc il faut continuer à aller soit travailler sur des nouvelles recettes, qui sont plus difficiles à mobiliser, soit plutôt faire des économies, et pourquoi pas faire un peu les deux. C'est toujours un peu les deux qui au final payeront. Quelques indicateurs aussi qu'il est intéressant de rappeler. Alors c'est des indicateurs que le centre de gestion comptable, on va dire, étudie de près pour surveiller la santé financière de la commune. Donc la CAF brute, je rappelle que c'est le calcul entre les recettes moins les dépenses qui donne un excédent de résultat et qui sert à financer l'investissement. Sur 2023, c'est 965 000 €. Habituellement, on est autour des 600 000 €. Donc c'est entre autres, comme l'a dit Franck, l'augmentation de la taxe foncière en partie, hein, c'est pas que ça, puisque l'augmentation de la taxe foncière, c'est 250 000 € de notre choix et 250 000 € la base des impôts de l'État, pardon. Mais je vous rappelle qu'on avait décidé d'augmenter la taxe foncière pour anticiper l'année 2024 et 2025 où on aura besoin d'investir pour la place Docteur Valois. Donc on en arrive exactement là où on voulait être, c'est-à-dire avoir une capacité d'investissement plutôt sereine. Et c'est ce qui fait que, on en parlera tout à l'heure sur le projet de la place Docteur Valois, où finalement on n'a pas d'inquiétude à avoir pour les 2 années à venir, et au moins pour le projet de la place Docteur Valois. Ça c'était la CAF brute.
la CAF nette. Donc c'est l'épargne brute moins le remboursement de la dette en capital. Donc ce ratio il permet de dégager le montant que la collectivité peut affecter à l'investissement après avoir réglé donc, sa charge en capital de la dette. Pour Tullin, donc la CAF, elle s'élève à peu près 600 000 euros. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce montant permet d'envisager de manière plus sereine l'équilibre de la section d'investissement pour les années à venir. Et enfin, la capacité de désendettement. Donc ça, c'est vraiment on va dire le point fort de la commune. C'est donc l'encours de la dette par rapport à l'épargne brute, donc ou à la CAF. Et donc ce ratio exprime le nombre d'années théoriques qu'il faudrait afin qu'on puisse rembourser la totalité de notre dette si on y consacrait à chaque fois la totalité de notre autofinancement. C'est à la fois compliqué mais finalement très simple. Ce qu'il faut retenir, c'est que la commune, aujourd'hui, c'est 3,5 années. Donc la commune de Tullin est très très peu endettée. La moyenne nationale est à 5 ans. Voilà. Donc ça aussi, cumulé au fait qu'on a retrouvé un petit peu de CAF, permet à la commune de pouvoir investir. Alors l'idée c'est pas d'investir pour investir, mais typiquement sur un projet comme la CAF de Cavalois, c'est plutôt sur des sujets comme ça où les communes normalement elles doivent être en capacité de pouvoir lever l'emprunt. Et bien sûr, je parle de lever l'emprunt sur ce projet-là, mais il y a aussi des subventions en face. Mais ça on en parlera un peu plus tard. Un petit focus sur les dépenses de fonctionnement sur 2024. Donc le 0,12 qui va passer à 4 530 000, donc une augmentation de 200 000 euros par rapport à 2023, sur une augmentation de 4,5%. Donc juste pour information, certaines communes voisines, dont j'ai lu l'article dans le Dauphiné Libéré, donc les chiffres doivent être justes, des communes voisines sont autour de plus 7, plus 8%. On a voté à la CAPV avec Florian et Anne une augmentation de 12%. Donc je rappelle un peu, il y a des explications à tout ça, même si nous, ça nous fait une augmentation de 4,5 et la moyenne nationale, on est entre 4 et 4,5. Donc nous, on se situe dans la fourchette d'augmentation, et je vous expliquerai pourquoi, au prix d'un travail acharné des services. Donc je rappelle, le 0,12, qui est souvent vampirisé, il y a des augmentations mécaniques chaque année, donc par exemple le GVT, le glissement vieillesse technicité, pour 2024 ça sera 25 000 euros. Et puis les mesures nationales qu'il y a eu en 2023, alors là aussi on peut remercier l'État qui prend des décisions et qui fait payer aux autres, ça c'est toujours beaucoup plus facile. Donc le point d'indice, la revalorisation du SMIC en 2023, et sachant que nous, à la commune, on a beaucoup d'agents qui sont au SMIC, donc du coup on a été touché, je dirais, à deux niveaux en 2023. L'enveloppe, alors sur 2023, on était sur la moitié de l'année, c'est pour ça qu'il y a eu un peu moins d'impact. Par contre, sur l'année 2024, on sera sur 12 mois, et c'est une enveloppe de 50 000 euros. Il y a eu la revalorisation du RIF7, donc c'est le traitement des agents. Donc le RIF7, il sert bien sûr à valoriser le travail des agents, et l'objectif était qu'on mette une enveloppe quand même assez conséquente, parce qu'aujourd'hui il y a un vrai sujet d'attractivité, et c'est pas, je le dis, tout le monde le sait, qu'aujourd'hui les collectivités s'arrachent les bons profils, donc si la commune de Tullin voulait être attractive, il fallait qu'on revalorise notre RIF7, et surtout il y a eu un travail de fait sur les catégories C, et puis sur tout ce qui les indicateurs, CCAS, les indicateurs de jeunes enfants, toute la filière, comment on l'appelle, médico-sociale. Voilà, toute la filière médico-sociale, où le benchmarking, comme ça s'appelle, pardon pour le mot, montrait qu'on n'était vraiment pas très bon en Tullin par rapport à des communes aux alentours. Donc un très très beau travail qui a été fait par Polythéa, qui nous a accompagnés sur le sujet, et qui nous a permis donc de revaloriser aussi le salaire des agents. Donc là, c'était une enveloppe aussi, entre 50 et, je ne sais plus comment on avait choisi, 50 et 70 000, donc brut. Et puis en 2023, on aurait dû, si vous avez vu tout à l'heure sur le CFU, le CA 2023 était à peu près dans le, enfin même pas à peu près, était au niveau du BP, ce qui est souvent rare.
Mais en fait, sur 2023, on aurait déjà dû avoir une augmentation par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le point du SMIC et tout ça. On ne l'a pas eu, parce qu'en fait, on a eu beaucoup pas d'absents, mais il y a eu au moins 2 remplacements aux espaces verts qu'on a tardé à trouver, parce que c'était des élagueurs. Donc du coup, il y a eu plusieurs mois où on a eu 2 personnes en moins, la personne en charge des marchés publics aussi. Donc bon an, mal an, on aurait peut-être dû avoir sur 2023 plus 50 000 et donc avoir plus que 150 000 sur 2024. Voilà, il aurait dû avoir un équilibre. Le rééquilibre, il se fait sur 2024 et d'après les projections du DRH, on devrait rester, voilà, mis à part l'augmentation mécanique, on ne devrait plus avoir de surprise sur le 0,12, mais bien sûr, toujours à maîtriser. Je vous parlerai des pistes de travail dans 2 secondes. Juste pour vous rappeler les indicateurs, parce que souvent on affole tout le monde avec l'épouvantail. Encore un indicateur intéressant. À Tullin, c'est 542 € par habitant, le 0,12. Au niveau du département, la moyenne elle est à 600. Au niveau de la région, elle est un peu plus basse, elle est à 530. On va dire que c'est comme nous. Et au niveau national, c'est 582. Et depuis 2020, c'est 54% du budget de fonctionnement, le 0,12, alors qu'au niveau national, on est plutôt autour de 56%. Voilà. Donc quand on entend que les agents à Tullin sont trop payés ou il y en a trop, bah, c'est faux. Voilà. Moi, je vous donne des chiffres en fait. Voilà. Les pistes, parce que encore une fois, la situation, elle est bien, mais il faut qu'on la conserve, et ça ne sera peut-être pas le plus facile, pardon. Donc un gros travail du service RH que je tiens ce soir à vous exprimer parce qu'ils font un boulot vraiment formidable au quotidien. Donc les axes de travail pour 2024, travailler sur l'absentéisme, être vraiment dans une gestion au quotidien de l'absentéisme, une gestion drastique des contrats et minimiser le recours à adéquation. Même si en 2020, quand on est arrivé, on était à 90 000 € pour adéquation, aujourd'hui on est quand même encore à 35 000 et l'objectif sur 2024 c'est de descendre à 5 000. Donc c'est-à-dire qu'on travaille un peu plus avec nos agents, limiter les heures supplémentaires, les heures complémentaires, et puis optimiser donc les fiches de poste en rappelant donc aux agents leurs obligations et en montant en relais en fait l'IFSE qui a été retravaillé dans le 4,7. Et puis un toilettage des situations un peu de rémunération comme la NBI. Voilà, il y a des agents qui aujourd'hui touchent des NBI, donc des NBI c'est un complément de la journée. Ils touchent une NBI pour encadrement et ils n'encadrent pas d'agents. Voilà, donc il y a des choses comme ça, mais tout ça c'est vraiment un travail assez lourd et il fallait vraiment que notre service RH soit dimensionné pour travailler sur ce sujet-là. Et on aura cette année un suivi mensuel de la masse salariale. Chaque mois, on aura un rapport avec M. Gilles et moi et les finances. Et pour information, par exemple, déjà au mois de janvier, on est à 7 000 € en dessous de la prévision par rapport à ce qu'on mettra dans le début. Voilà. Donc c'est ce qui permet vraiment d'être au plus proche du travail sur ce 0,12 qui, c'est quand même 54% du fonctionnement. C'est pas rien non plus. Les autres charges, rapidement, à caractère général, on prend 300 000 €. La subvention de la MJC, 160 000 €, plus le personnel mis à disposition pour le restaurant scolaire le mercredi midi, plus les locaux, plus l'entretien, plus les fluides, plus plein de choses. La subvention du CCAS à 640 000 € sur la partie solidarité et les subventions de fonctionnement aux associations, 260 000 €. Voilà les grosses masses du budget des charges de fonctionnement. En recette, pour équilibrer tout ça, la CAPV, avec l'attribution de compensation dans le cadre des transferts de compétences, et plus la DSC, donc la dotation solidaire, DSC, solidaire des communes, on est à peu près 1 million €. La fiscalité locale, 4,3 millions €, les dotations de l'État, 2,5 millions €, et quelques recettes et produits de vente. On parle du périsco, de la piscine, de la cantine, du cinéma, de tout ça, 500 000 €. Donc vous voyez, quand je parlais tout à l'heure qu'il faut travailler sur les recettes. Ça, c'est le chiffre 2023. Oui, c'est 2023, mais c'est ce qui se reconduit un peu. C'est les grosses masses. En tout cas, la CAPV,
sauf les recettes, parce que ça on n'est jamais sûr. Par contre, le reste a été validé par le pays Voronezh, nous ont confirmé l'AC et la DSC. Et ça donne quoi en ce moment? Non, 1 million, pareil. Ça stagne. On va plutôt espérer que ça ne baisse pas. Et le 0,12, justement, il va passer à combien? 4 350 000. Ça, c'est aujourd'hui. Oui, c'est sur 2024. 2024. Oui. Là, tous les chiffres que je donne, c'est sur 2024. C'est ce qu'on estime sur 2024. Voilà. Il augmente très en 2024. De 0,12. oui. 200 000. 4,5%. Oui. 200 000. Oui. Il était à 315. Oui, il augmente de. En BT. Non, en CA, il faut que le CA lui-même. C'est à 25 euros. Et ouais, c'est pas mal. 25 euros, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais encore une fois, j'ai expliqué pourquoi. On aurait dû être à plus 50 000. Juste un mot là, parce que moi ça m'a étonné quand j'ai lu le rapport d'avoir fait ce focus sur les subventions des assos. On n'a pas fait le focus, j'ai balayé toutes les dépenses. Si, il y a 4 points. Ouais. Quand j'ai lu le truc, je me suis étonné qu'on fasse un focus sur les 230 000 euros de subventions aux assos, dont les 160 000 à la LJC. Je me suis demandé ce que ça faisait là, parce que ça représente, la subvention aux assos, c'est 3,4% du budget total de la commune. Donc je me suis demandé ce que ça venait faire là, puis il y a sûrement d'autres choses plus importantes que ça. Enfin, voilà, c'est important de le rappeler là, mais je me suis demandé, je trouvais qu'il y avait entre les charges de personnel qui effectivement représentent 60% du budget. 54. Ah non. Non, je pense, je sais pas, je l'ai fait peut-être là, mais 4 314. Non, mais j'ai calculé, ça fait 54. Ok, très bien, merci. En tout cas, je viens de calculer les 230 000, ça fait 3,4%. Voilà, je vais simplement. Non, mais on est d'accord. Oui. Donc, en tout cas, c'est de montrer certaines grosses masses pour aussi oui, que. certaines. Voilà. On y reviendra tout à l'heure, on va parler des associations. Pas de problème. Et pour finir, un peu d'investissement. Donc les dépenses d'investissement sur 2024, donc il y aura les 400 000 euros de dette. Les 62 000 euros de la friche Guély, ça sera la dernière annuité. Et puis après, vous l'avez dans le robe, les principaux investissements. Donc, tout est écrit. Je ne vais pas les relire, mais on en discutera plutôt. Il y a les chiffres, tous les investissements, petite ville de demain, voilà, la voirie, propreté urbaine, la réfection de la route des Arons, oui, par exemple. Tous les chiffres sont là, donc on va pouvoir en discuter. Il n'y a pas de problème. Et puis des recettes d'investissement, donc là vous avez aussi les chiffres qui sont dans le robe. Et donc l'emprunt prévisionnel de 1,5 million d'euros pour équilibrer tout ça. Donc des subventions, on les a, donc 1,3 million au total. Et donc CAPV, département, région, État. Voilà. Donc après on va en discuter, il n'y a pas de souci. Mais juste pour conclure, donc vous dire que pour l'ensemble des collectivités, on est confronté à un contexte inflationniste avec des perspectives, comme chaque année, qui sont toujours incertaines. Donc la commune doit forcément construire un budget pour l'année 2024 le plus sincère possible, et donc guidé par la volonté de mettre en œuvre le projet de territoire qu'on a signé avec le préfet le 26 mai 2023 dans le cadre de Petite Ville de demain. Donc on rentre plutôt dans une phase opérationnelle, donc c'est plutôt là qu'on va avoir besoin, je dirais, à la fois de finances communales, mais aussi du soutien de nos partenaires. Et donc par rapport au projet de territoire, je rappelle qu'on peut découvrir en maison de projet sur le projet de territoire. On va dire qu'aujourd'hui il est sur 10, 15 ou 20 ans. Il n'y a pas forcément un chiffre à mettre en face de tout ça, mais il y a des grands projets qui vont s'étaler sur plusieurs années. Et donc l'idée sur 2024, c'est de faire avec un cabinet spécialisé, de nous accompagner pour faire une prospective financière pour les 5 années à venir, parce que l'idée c'est quand même de voir où on va et comment on y va, parce qu'aujourd'hui, si on prend la photo de la situation aujourd'hui et qu'on la projette dans 5 ans,
pense qu'on ne fera pas la moitié du projet de territoire. Donc il faut être conscient. L'exercice a été fait au Pays Voironnais. J'ai trouvé ça très 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 intéressant parce qu'il nous est touché du doigt aujourd'hui des problématiques plutôt importantes dans 4 ou 5 ans. Par exemple, autour des mobilités, la prospective montrait qu'il y allait avoir un vrai enjeu et des vraies décisions. Donc c'est toujours plus facile de prendre des décisions maintenant plutôt que quand c'est trop tard. Voilà, donc on va avoir une prospective sur 5 ans. Ça sera un des sujets 2024. Voilà, moi j'en ai terminé, je vous laisse la parole maintenant et puis on répond, on discute. Voilà. Peut-être pour commencer sur le petit but de demain, donc 1,3 million, c'est l'ensemble des subventions qui ont été demandées, c'est ça 1,3 million sur leurs taxes. Donc si on parle de leurs taxes, là c'est annoncé TTC, c'est à peu près 3 millions en taxes, donc c'est 1,7 million pour la commune en taxes, la place d'Alors. Oui. On est d'accord sur ce chiffre-là? Alors aujourd'hui, les subventions, on est dans du prévisionnel. C'est-à-dire que ni la région, ni l'État, il n'y a que le département pour le moment. Le Pays Voironnais, ça va être voté mardi. Mais on est sur un minima 50%. Là, ce qui est mis dans le robe, ça a déjà bougé. Voilà. Parce que les subventions sont en train de bouger. Le préfet, à noter aussi, vient visiter la ville de Tullin le 15 mars. Ça fait 2 fois que le préfet se déplace à Tullin. Et là aussi, on attend. Alors, très clairement, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit au téléphone. Quand son assistante a appelé, elle a dit le préfet doit venir avec quoi? J'ai dit avec son chéquier. Voilà. Elle a rigolé. Non, mais l'idée, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase jusqu'au mois de juin où on veut valider les montants précis des subventions de chacun. Voilà. Le Pays Voironnais, ça fluctue entre 600 et 900. Voilà. La région, c'est minimum 200, mais ça peut. Donc, la fourchette, c'est quoi? Fourchette basse, fourchette haute? Aujourd'hui, si on veut être optimiste, on doit pouvoir aller au million, au reste à charge de la commune, 1 million d'euros. Sur les 2,9. Entre 1 et 1,3. C'est ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Mais comme tout peut changer du jeu, voilà. Et sur 2 ans, pardon. Sur 2 ans. Pardon, mais j'ai tout là, mais vous dites que vous avez demandé 1,3 million. Il faut demander plus. Oui, voilà. Vous n'avez pas demandé 1,3 million? Non, c'est ce que je te dis, les chiffres ont bougé depuis qu'on a fait le ROB. Tout à l'heure, tu as dit 1,3 million. Oui, parce que je l'ai lu, c'est dans le ROB. Mais il y a un moment donné, tout ça, on est en. Non, mais attends, il a expliqué tout à l'heure. Non, mais attends, je ne me remets pas. J'essaie de comprendre. De savoir combien ça va coûter à la commune. Alors si c'est ça ta question, non, mais si c'est ça ta question, on ne peut pas te répondre aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, ça va coûter entre 1 million et 1,5 million à la commune. Voilà. Voilà, non, mais parce que tout est. Voilà, entre 1 million et 1,5 million. Voilà. Ça c'est 50%. Et à propos de l'emprunt, donc là, il y a 1,5 million pour 2024, et pour 2025, on s'oriente vers quoi alors? Là, on paye toute la place ou il faut faire un même emprunt l'année prochaine? Non, c'est sur 2 ans. En fait, on a fait un budget sur 2 années. Et cette année, quand on votera le budget fin mars, vous verrez que le budget pratiquement qu'on va voter l'an 2024, il est sur 2 ans pour nous. C'est-à-dire qu'on a déjà anticipé, voilà, il y a des projets qu'on fait cette année, l'année prochaine on favorisera la place Docteur Valois, parce que cette année la place Docteur Valois c'est un trimestre de travaux, donc sur les 3 millions, on a estimé peut-être 1 million sur 2024 de travaux et 2 sur 2025. Mais tout ça, c'est encore à affiner, c'est encore... Mais au point de vue emprunt, on est parti sur 2 fortes années. Ça sera 2... Oui. Mais qu'aujourd'hui, la commune est largement en capacité de le faire. D'où l'intérêt aussi d'aller chercher des subventions. C'est vrai qu'on est endetté, mais... Non. En tout cas, s'endetter pour une place qu'on attend tous depuis plus de... Alors moi, je dis 40, parce que je
ces lieux, mais je pense que là, clairement, c'est quelque chose sur lequel on doit pouvoir tous être d'accord. S'endetter pour un projet comme ça qui est structurant, qui est dans le cadre de Petite Ville de demain aussi. Je rappelle, Petite Ville de demain, 2 points, revitaliser son centre-ville. Donc, bon. C'est pour ça, c'est ce que je veux annoncer aussi au préfet, c'est de lui dire que nous, on a rempli notre part du contrat. Voilà. Il faudrait que maintenant, tout le monde le remplisse, tous les partenaires, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Donc on espère que les choses... voilà. On reviendra à ce sujet tout à l'heure, votre engagement. Ok. Moi, il m'a manqué un chiffre dans l'Europe, donc je suis allé chercher. C'est l'augmentation des bases de la taxe foncière. J'imagine que vous l'avez. Cette année? Oui, cette année. Ah, moi je ne l'ai pas, mais oui, on va faire notre service financier. Je vous l'annonce, si vous ne l'avez pas, c'est même dommage que vous ne l'ayez pas, parce que c'est les recettes supplémentaires, c'est 3,9%. Ah, mais ça, c'est pas nous qui décidons. Oui, mais dans le budget, ça compte. Ah oui, ça compte, on sait qu'on va avoir un peu plus cette année. Donc moi j'ai fait le calcul, au passage, sans vouloir polémiquer, les calculs qu'on avait fait l'an dernier, quand on a débattu de ça, ils étaient justes. Si, 12,45% d'augmentation des taxes. C'est faux. De la taxe foncière. C'est faux, quand même. Regarde ta fiche d'impôt. Ouais, je l'ai fait. 12,45% de plus que l'année dernière. Voilà. On va pas revenir là-dessus, de toute façon. Vous pouvez faire les calculs dans tous les sens que vous voulez. Donc cette année, c'est des maths. 1,071 multiplié par 1,005. 0,5, ça fait 1,1245. C'est aussi simple que bonjour. Donc, cette année, vous multipliez ça par 1,039 et vous arrivez à 16,84% d'augmentation des impôts en 2 ans. Bien sûr, ce n'est pas de notre faute, hein, c'est pas de votre faute. Tout à l'heure, tu disais que beaucoup de communes avaient augmenté les impôts. L'an dernier, seulement 12% des communes ont augmenté leur taux d'imposition. En France, 88% ont estimé qu'une augmentation des bases de 7,1% suffisait. Je ne vais pas refaire le débat de l'année dernière. Cette année, c'est plus 3,9 encore, donc ça va faire 170 000 € de plus dans les caisses de la commune de fiscalité. Donc ça voudra dire qu'en 2 ans, 700 000 € de plus sur ce poste-là. Voilà. Donc c'est très bien, ça fait rentrer de l'argent. Vous avez décidé d'augmenter les impôts, très bien. Il y a des, j'entends l'argument, vous voulez avoir une capacité de financement, etc. Je trouve la logique implacable, même si nous on pensait l'an dernier que c'était beaucoup, d'autant plus qu'il y a encore 3,9% cette année, donc ça aurait suffi à notre avis. J'espère que ça va s'arrêter parce que je rappelle quand même que tous les Tulinois et les Ferretiers ne payent pas la taxe foncière, mais souvent les commerçants, les artisans et les industriels la payent même s'ils ne sont pas propriétaires dans le cadre de leur baux, et ça va à l'encontre de l'économie locale. Nous, cette année, ce qu'on voudrait essayer de défendre devant vous, c'est qu'une partie de cet argent revienne aux associations locales. C'est 700 000 € en 2 ans de plus. Je pense que les associations... C'est le PC, Franck. C'est le PC ? Ouais, pousse-le un peu, ouais. Ou recule un peu. C'est lui qui fait ça. Ou le téléphone. Il est là ou l'autre. Ouais, j'ai mes notes, mais j'ai à peu près ça en tête. Donc... Non, c'est le portable. Ouais, c'est peut-être le portable. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'effectivement, une partie de l'effort fiscal des Tulinois Ferratiers profite, en tout cas bénéficie aux associations locales. Je ne vais pas faire de grand discours sur les associations locales. Vous savez qu'elles participent à la dynamique locale. C'est compliqué pour les associations, notamment les associations employeuses, mais pas que. Toutes les charges augmentent. Dans les budgets communaux, à Turin comme ailleurs, tout augmente sauf les subventions aux associations. Quand elles ne baissent pas, vous les avez un peu laissées en début de mandat. Donc tout augmente sauf les subventions. J'ai vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, 260 000 € au global, c'est 3,4% du budget.
On estime que ces associations qui galèrent parfois, les bénévoles, qu'est-ce qu'ils font vu que le montant global de la subvention dans les budgets qui augmentent baisse, donc ils vont chercher de l'argent, ou alors ils augmentent les cotisations, et donc au final c'est l'usager qui paye. Et petit à petit, on a des licences sportives qui coûtent plus cher, des accès aux loisirs, à la culture qui coûtent plus cher, etc. Donc je pense que ça fait partie d'un rééquilibrage, on pense que ça fait partie d'un rééquilibrage dans le montant des subventions. Donc nous, on pense qu'on pourrait, cette année, dans le cadre du DOM et dans le cadre du budget, proposer une augmentation globale. Après, bon, je sais que vous avez tenté d'avoir des clés de répartition, etc. C'est pas le sujet de ce soir, mais je pense que 260 000 euros, moi j'ai fait un calcul, si on suit l'inflation, si on suit l'augmentation des impôts, si on applique 15% d'augmentation de ce volume de 260 000, ça fait 40 000 euros de plus pour l'ensemble des associations de Tullin. Sur les 700 000 euros d'efforts fiscaux supplémentaires de Tullinois, ça ne nous semble pas démesuré de proposer cette augmentation de l'enveloppe globale des subventions. Voilà. Alors, juste une remarque, et puis je laisserai Alain et Ibrahim répondre sur cette partie-là. De rappeler aussi dans les chiffres, les indicateurs là, que nous donnent le centre de gestion comptable, la commune de Tullin reste l'une des communes qui redistribue le plus de subventions aux associations toutes confondues. On est à plus de 980 € par habitant, alors que la moyenne départementale, régionale et nationale est autour de 700 € par habitant. Donc, certes, les associations elles sont en difficulté, mais c'est clair parce qu'elles ont exactement en partie les mêmes problèmes que nous, mais je pense qu'elles doivent aussi se poser les mêmes questions que nous, c'est-à-dire que quand elles ont des soucis de recettes, il faut qu'elles aillent aussi à faire des économies, même si moi je ne suis pas, alors très clairement je ne suis pas contre ce que tu viens de dire Franck, mais il y a aussi certaines associations, et c'est peut-être moi aussi aujourd'hui pourquoi je suis un peu moins favorable à ça, c'est qu'on a habitué aussi certaines associations à des demandes de subventions où finalement ils demandent la même chose depuis 10, 15 ou 20 ans alors qu'ils ont divisé par 2 leur nombre de licenciés. Donc de remettre, voilà, ils ont de l'argent un peu disponible. Donc je pense que c'est bien que chaque association se réinterroge aussi sur leur manière de fonctionner, qu'ils aillent voir un petit peu où faire des économies de fonctionnement, parce qu'aussi je rappelle qu'à Tullin, nous avons des structures, alors ça c'est un super avantage, comme je le disais tout à l'heure, des structures que beaucoup de communes nous envient, et j'ai juste un exemple en tête, je ne citerai pas la commune, mais nous, et j'espère qu'on pourra le faire encore très longtemps, parce que pour le coup là je suis contre ça, certaines communes aujourd'hui elles louent leurs infrastructures aux associations, ça pour moi c'est pas entendable. Mais parce qu'elles le font peut-être, parce qu'elles n'ont pas le choix. Nous, on a des coûts d'entretien, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a fait le point. On a des coûts d'entretien, quand j'ai vu le chiffre, j'avais l'impression qu'on était une société de nettoyage. Donc on a aussi ça, qui finalement sont des coûts offerts aux associations, les coûts de nettoyage, les coûts de mise à disposition du matériel. Et il y a certaines communes, par exemple, qui ont un dojo comme nous, et c'est le club de karaté qui loue la monobrosse pour nettoyer le dojo. Nous, on n'en est pas là, et je veux surtout pas qu'on en arrive là, parce que ça sera la mort du bénévolat, mais il faut qu'on soit vigilant, parce que à un moment donné, je pense que on a aussi permis aux associations, pas toutes, encore une fois, j'insiste, certaines, on les a trop habituées à du luxe entre guillemets, certaines, pas toutes, j'insiste, et du coup aujourd'hui, on retrouve des fois les vestiaires le lundi dans un état plus que lamentable. On retrouve aussi la cantine le mercredi, lorsqu'on met à disposition de la MJC, dans un état lamentable aussi. On en a parlé en commission ressources.
Donc il y a peut-être quand même à un moment donné, les associations, si elles font des efforts, eh ben nous on sera prêts à en faire. Mais il me semble qu'aujourd'hui, gonfler la subvention sans qu'elle fasse un effort sur certaines choses, et encore une fois, c'est pas toutes les associations, c'est certaines associations. Mais voilà, je voulais préciser ça tout en étant d'accord avec toi, Franck, que sur le principe, je ne serais pas contre qu'on revoie cette manière de fonctionner. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Brahim et à Alain qui vont s'exprimer, parce que je pense que cette manière d'augmenter peut rentrer peut-être dans des critères. Non, bon. Je vous en prie, Alain et Brahim. C'est bien, c'est comme un échange à chaque fois, on fait souvent en off. Je pense qu'à un moment donné, pour pouvoir augmenter les subventions, il faut vraiment qu'il y ait une vraie difficulté de la part des associations pour que ce soit justifié. Nous, pour justement balayer avec l'ensemble des élus qui siègent sur la commission sport, jeunesse et culture, une assemblée locale, on prend vraiment le temps d'analyser tous les dossiers de nombre de subventions. Et certaines, effectivement, ont des salariés, comme tu l'as dit, dont il y a à la fin de l'année, vraiment, de la part des associations, cette volonté de rester sur un prévisionnel plutôt sincère, où à la fin de l'année, ils arrivent avec un bilan où on est à l'équilibre. Pour beaucoup d'entre elles, à la fin, il y a un excédent qui n'est pas des rien. Donc je félicite ces associations d'un côté parce que je me dis qu'il n'y a pas une dérive financière et qu'elles se débrouillent super bien, parce qu'elles font aussi l'effort d'aller chercher des recettes. Et donc du coup, à un moment donné, Franck, pour pouvoir augmenter les subventions, il faut qu'il y ait une réelle explication à tout ça. Mais quand moi, à la fin, je vois plus 15 000 € à la fin de l'année, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'augmenter? Si on équilibre l'enveloppe globale, certes pour certaines, on va peut-être augmenter, mais ce n'est pas l'enveloppe globale qu'il faut augmenter. C'est plutôt dire pour certaines associations qu'on augmente parce qu'il y a un réel besoin, pour d'autres, il y a un réel projet, et pour d'autres, à l'inverse, si moi je vois qu'il y a un excédent de plus 15 000, on peut pas faire ça, le compte. Ouais, on parle fort. Je te laisserai la parole. On peut pas se tellement. Je vais juste reprendre mon propos et après je te laisserai la parole. Et à côté de ça, il n'y a pas que les efforts en fait, qui sont faits en numéraire, parce qu'à chaque fois on se limite à ce qu'on va reverser en fait, financièrement, mais il y a aussi des travaux qu'on mène au quotidien, ce qui est aussi à un moment donné investi. On a à un moment donné des travaux régulièrement sur les différentes structures qu'on a sur la commune. Et Gérald l'a précisé, c'est qu'on est quand même très bien lotis sur la commune de Tullin. Et moi j'échange régulièrement avec mes homologues adjoints au sport des communes voisines, et à chaque fois ils me félicitent en me disant c'est vrai que toi tu as quand même énormément de chance. Et ils viennent souvent aussi visiter nos structures parce qu'ils ont aussi des projets souvent à long terme, pour ne pas dire autre chose, de vouloir soit avoir un dojo, un gymnase beaucoup plus innovant, et c'est pas le cas. Donc moi je trouve que sur la commune de Tullin, on peut se féliciter quand même d'avoir eu aucune association qui a mis la clé sous la porte malgré la conjoncture qu'ils ont pu traverser avec le Covid. Mais ils ont aussi eu un rôle important, parce qu'en interne ils ont fait ce qu'il fallait, mais la municipalité a quand même continué à conserver son partenariat, et c'est le cas avec la MJC. La subvention n'a pas baissé, Franck, et là-dessus c'est factuel, alors qu'à un moment donné, il y avait non mais je le dis, c'est important, Franck, on parle de chiffres, je le dis, et pourtant, à un moment donné, il y avait 2 emplois vacants pendant plus d'un an, et c'est pas ce qui a fait qu'à un moment donné, on a décidé de diminuer la subvention, alors que le 110 rendu à la population n'y était pas. C'est ce qui a permis aujourd'hui à la MJC de dégager justement du fonds associatif, donc du fonds de roulement, et donc de retrouver une trésorerie saine. Donc moi là-dessus, je pense qu'à un moment donné, malgré le fait que la MJC n'avait pas son équipe au complet, on a quand même conservé la subvention, et je pense qu'il y aurait peut-être d'autres collectivités qui auraient raisonné différemment en disant
il manque un adjoint, il manque un responsable secteur jeunesse, il manque un responsable du secteur famille. Le service rendu n'était pas justement celui de l'année dernière, donc la subvention elle sera en conséquence. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc moi j'estime que nous, la municipalité de Tullin, on a fait le job, et on continuera à soutenir les associations et à être au plus proche d'elles comme on le fait, parce qu'on échange régulièrement avec elles, que ce soit Alain de par sa délégation, Jean-Charles aussi, et puis tous ceux qui nous accompagnent, José, René, etc., que je remercie. Voilà, je te laisse la parole. Alors moi je vais prendre ma casquette de bénévole. Les bénévoles aujourd'hui ils s'usent parce qu'ils passent leur temps à chercher du fric. On fait du bénévolat pour faire autre chose aussi, on a un rôle social, notamment auprès des enfants. Si on perdait moins de temps à chercher de l'argent, on pourrait sûrement faire d'autres choses mieux. Voilà, c'est ça qu'il faut entendre aussi. D'abord, je voulais dire que notre propos, il n'est pas pour défendre telle ou telle association, etc. Et encore moins la MJC que les autres. Que les choses soient claires. Je ne suis pas là pour... C'est pas le propos. Deuxièmement, les associations, elles peuvent faire des excédents. C'est logique. Personne ne fait zéro. Ça n'existe pas. Elle peut faire aussi des déficits de temps en temps, mais une association, elle est un but non lucratif. Donc, je rappelle, parce que parfois, dans certains propos, j'ai l'impression qu'on les considère comme des entreprises. Non, ce sont jamais par des bénévoles, même si dans des salariés, et les excédents, ils vont dans l'association, et ils serviront de toute façon, un jour ou l'autre, aux adhérents de l'association. Si un jour une association elle fait un excédent, l'année d'après elle le réinvestit au profit de ses adhérents. Je rappelle ça, parce que souvent, quand tout à l'heure on va voter des subventions à des commerçants, je suis sûr qu'on va leur donner de l'argent, ils ont fait des excédents. C'est pas un argument. Je fais un excédent, je ne donne pas dessus. On donne une subvention à une collectivité locale, c'est la loi. C'est la loi 2014. On donne une subvention à une association parce qu'elle est d'intérêt général. Donc si on donne une subvention, la question de sa trésorerie, son excédent, etc., ce n'est pas un critère. Moi, je défendrai toujours cette idée-là. Donc, ensuite, le propos, et encore une fois, c'est ni Alain, ni Brahim, ni votre majorité qui est attaquée ou en reproche quoi que ce soit sur la politique associative. Je sais ce que c'est d'accompagner les associations, etc. Nous, on dit, on a un petit signal d'alerte, et encore une fois, et c'est pas qu'à Tullin, mais là, je ne sais pas si vous avez vu, tu as parlé de 10 milliards. Ouais, c'est un peu plus, ouais. Le Jeunesse Vie Associative, le BOP Jeunesse Vie Associative, c'est un peu moins d'1 milliard, 129 millions de moins. Presque 15% sur Jeunesse Vie Associative. Donc, un petit effort de la commune de Tullin pour ces associations, ça contrecarrerait un peu cette politique nationale aussi contre la vie associative. Je ferme la petite parenthèse nationale. Donc, nous, on tire cette petite sonnette d'alarme. Je ne dis pas qu'il faut augmenter inconséquemment le montant des subventions. J'ai dit tout à l'heure, après, on peut répartir comme on veut, mais pour nous, il y a un signal aussi politique à avoir vers les associations. Il y a aussi du symbolique pour les bénévoles, de dire que, encore une fois, les Tullinois et les Ferratiers ont mis 700 000 € d'impôts supplémentaires, qui en une partie, 5% de ça fait 35 millions, 5% de cet effort fiscal qui aille aux associations. Après, vous les répartirez comme vous voudrez. Mais je trouve que c'est un geste que nous, on réclame. Voilà, que notre groupe réclame à votre majorité. Après, vous ferez ce que vous voudrez au prochain budget, mais nous, c'est ce qu'on réclame. Alors. Mais vous n'êtes pas obligé de me répondre aujourd'hui. On verra dans un mois. Non, vas-y, Alain. Ah, pardon. Ah non, mais c'est aussi moi. Je comprenais pas. Donc effectivement, les associations, on a un regard privilégié sur les associations, bien évidemment, et dans l'idée de les épauler autant que faire se peut, on a toujours été présent. Cette année, si j'enlève la MJC, on est à 92 000 € de tenants de subvention.
veut dire que comment voulez-vous répartir le surplus que vous souhaitez donner? Comme ça? On divise par nombre d'associations, on donne? Non, soyons sérieux. On est proche des associations. Non, soyons vraiment sérieux. On fait pas de politique, on fait de l'associatif et on suit les associations. J'ai été correct, donc si tu m'attaques personnellement, ça va mal se passer. Il n'y a rien de personnel. Ne pas être sérieux, je suis très sérieux. Non, mais oui. Je suis très sérieux. Dans l'esprit et dans très sérieux. Le vrai sérieux, c'est d'écouter les associations, de répondre à leurs besoins en fonction de leurs projets. C'est ce que nous faisons au quotidien. De là à dire effectivement qu'on sera présent quand ils auront besoin de nous, aucun problème, aucun souci dans l'idée, on est tous d'accord. Par contre, dire on doit augmenter leur subvention parce qu'on a de l'argent, je ne comprends pas. Donnez-moi le système. On divise la somme et on distribue. Non, être attentif, être au quotidien avec des associations et être attentif à leurs besoins et financer leurs projets, là nous y sommes. Et ça depuis notre début. En tout cas, nous, on a entendu l'enveloppe de 35 000 €, donc c'est quelque chose qu'on attend. Donc voilà, donc du coup, ça sera à discussion. J'aimerais bien que vous puissiez discuter de ça aussi lors de vos commissions. C'est le rôle de la commission. Brahim, tu conclus? Encore une fois, je pense que là-dessus, tu sauras que si jamais il y a une association qui, sur un bilan, s'aperçoit qu'elle est sur un déficit et que du coup, elle a besoin de sortir la tête de l'eau, nous, municipalité, on sera prêt à la recevoir, se mettre autour de la table pour justement faire en sorte que cette association soit pérennisée sur la commune. Toute association, que ce soit la plus petite avec 10 adhérents, ou celle qui a plus de 500 adhérents, on va les citer, et ben, on prend autant de temps avec elle et c'est important que tous les Tulinois se mettent bien en tête qu'il n'y a pas de petites associations, parce que tout on a un rôle à jouer et c'est ça qui fait la richesse de la commune de Tunas, c'est la diversité qu'on a des offres proposées sur la commune, que ce soit au niveau culturel que sportif. Ok, en tout cas, moi ce soir, sans parler de décision, moi je m'engage à ce qu'on mette en débat lors de notre arbitrage budgétaire de l'équipe cette augmentation que tu as proposée. Voilà, parce que ce soir, il y a une équipe, je pense que chacun pourra donner son avis sur les arguments que tu as posés. Et ça sera une décision d'équipe de faire apparaître cette augmentation ou pas dans le budget. En tout cas, moi je trouve que c'est une proposition qui peut s'entendre. Voilà, qui peut s'entendre. Des questions sur le DOB, pardon. On était parti sur le monde associatif. Pas d'autres. Donc le DOB, on prend juste acte qu'il y a eu un débat, il n'y a pas de vote. Merci en tout cas pour ces échanges. Je vous propose qu'on poursuive l'ordre du jour donc, avec le personnel communal. D'abord, première délibération, la création d'un poste en accroissement de temps d'activité. Donc on a un agent en service entretien qui prend une disponibilité pour convenance personnelle. Donc on saisit l'opportunité de peut-être faire des économies, comme je vous disais tout à l'heure sur le service entretien entre autres. Donc on ne remplace pas cette personne-là, mais on crée un poste d'accroissement temporaire, histoire de, s'il y a besoin, de le remplacer. Mais l'objectif, c'est surtout de faire aussi des économies. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce accroissement temporaire? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Ensuite, la délibération qu'on prend chaque année à la même époque, c'est la création donc, des postes en accroissement saisonnier d'activité. Donc, vous avez le tableau dans la note de synthèse, il y a les maîtres nageurs, il y a l'entretien, il y a de la piscine, voilà, une dizaine de postes. Là aussi, on a fait des économies, on était encore à 11 l'année dernière, on a réussi à en faire un de moins. Alors, là, on parle de la création des postes, ça ne veut pas dire qu'ils seront tous pourvus. On se donne la possibilité d'embaucher ces personnes, mais c'est pas dit qu'on le fasse. Voilà, c'est juste pour avoir les postes ouverts. Est-ce que vous avez des questions?
Pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. La délibération habituelle de modification du tableau des effectifs, c'est le toilettage. On ferme tous les postes qui ont été ouverts pour les recrutements. Vous vous rappelez, hein, on ouvre tous les grades, tous les styles, surtout tous les grades. Donc on toilette à chaque fois. Donc il y a plein de postes qui sont fermés. Vous avez le tableau. Si vous avez des questions, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Et enfin, une dernière délibération qui parle de la levée donc, de la prescription. Écoutez bien, attention. De la levée de la prescription quadriennale pour la créance née de versement erroné de l'indemnité compensatrice de hausse de la contribution sociale généralisée, la CSG. Alors j'ai tenté d'expliquer ça en commission, je ne suis pas arrivé. Donc, bon, monsieur Gillet, vous ne voulez pas l'expliquer? Non, franchement, c'est un problème de. Il y a des agents qui ont trop touché, d'autres qui n'ont pas assez touché. C'est trop technique, je suis désolé. Ça concerne certains agents arrivés depuis 3-4 ans, dont moi, par exemple. L'ancien employeur a communiqué à la commune de Tunin, à la DRH, un pourcentage de cotisation de CSG qui n'a pas été repris par la commune, je ne sais pas pourquoi. Du coup, ça joue en plus ou en moins sur les agents, donc on pense que, grosso modo, ça va être neutre. Voilà. Mais ça joue à quelques euros par mois. On va reprendre de l'argent dans les deux. Non. On va reprendre la fin de l'employeur. On va cotiser. Monsieur Gillet, c'est quoi votre cas? Vous avez trop ou pas? Moi, j'ai perçu 1 euro brut à peu près de trop depuis 3 ans. Donc ce soir, c'est lui qui paye les liens. Je veux régulariser la situation, on m'a dit maintenant, si on régularise pour vous, il faut faire pour tout le monde. On en sourit, mais ça fait aussi partie, au-delà de la petite histoire. Notre service RH, encore une fois, je lui envoie beaucoup des fleurs parce qu'il le mérite. Ils ont sorti tout un tas de sujets qui étaient. Et encore là, on parle de quelques euros. C'est pas grand-chose, mais c'est surtout des problèmes d'équité. Je crois qu'il y a un agent qui lui manquait pas mal, 15 euros par mois, même, sur 2-3 ans, c'est pas mal. Pour elle, surtout, pour cet agent. Et puis tout le travail que fait le service RH sur les plans des PPR, les plans de reclassement. Il y avait 3-4 agents que nous, on n'a jamais vus non plus depuis 4 ans. Et très clairement, ça fait partie des risques aussi tout à l'heure d'économie. C'est des agents qu'on va réintégrer ou alors qui vont quitter la collectivité. Voilà, donc là, c'est une délibération très technique, sans gros enjeux. Mais il faut qu'on passe en délibération. Voilà. J'espère que vous n'avez pas de questions. Pas de questions. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient, délibération adoptée. Je vous remercie. Moi, j'en ai terminé de parler. Je vais laisser la parole à Dolores pour 2 délibérations concernant l'économie. Je te prête mon micro, Dolores. Alors, la première délibération concerne la signature de la convention de gestion avec la communauté d'agglomération du Pays Voironnais pour les animations vie locale et économiques de juin à décembre 2023. Alors, chaque année, le Pays Voironnais propose aux communes qui organisent des animations dans leur centre-ville, au moment où les commerces sont ouverts, de pouvoir les subventionner en partie sur les dépenses qui sont engagées pendant ces animations. Donc là, on parle bien des animations qui ont lieu entre le 1er juin et le 31 décembre 2023. Donc, on a fait la demande de subvention, on est en train de préparer les documents pour se faire rembourser sur les éléments qu'on a pu dépenser. Mais néanmoins, pour avoir ce versement, il faut signer la convention avec le Pays Voironnais. Donc, ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'approuver la convention de gestion pour ces animations et d'autoriser M. le maire à signer cette convention. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de délibération, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Délibération. Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut voter la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie.
Dolores, pour l'attribution des subventions aux commerçants. Oui, donc nous avons mis en place une subvention qui est additionnelle, qui s'ajoute aux subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Puy-Rouennais pour les commerçants qui font des investissements dans leur local commercial, que ce soit des investissements au terme des aménagements ou du matériel professionnel qui est indispensable à leur activité. Nous avons 3 demandes en fin d'année qui ont été déposées par les 3 sociétés suivantes. Il y a la parenthèse ludique, c'est le nouveau magasin de jeux de société qui s'est créé sur la place du Docteur Valois. Donc, on a une demande, on va verser, si vous en êtes d'accord, 2 909 €, qui représente 10% du montant des dépenses éligibles engagées par la parenthèse ludique. Il y aura 2 140 € pour l'entreprise Sereno, c'est la petite boulange qui est située 4 rue de la République, qui a dû renouveler son matériel métier, et 5 000 € pour la boulangerie Soudani à Fur, qui a dû renouveler aussi son four, carrément, son four de boulanger, dans le but de réduire les dépenses énergétiques. En fait, les 2 boulangeries sont plus ou moins confrontées aux mêmes problématiques. Et donc, il vous est demandé d'approuver le versement de ces subventions et d'autoriser M. le maire à effectuer les démarches nécessaires à l'application de cette délibération. Y a-t-il des questions? Oui, alors on en a parlé en commission Dolores. Donc, moi j'avais le souvenir qu'au départ, ces aides c'était uniquement pour les vitrines. C'est ce qu'on avait voté d'ailleurs les précédentes subventions. On n'est pas opposé sur le principe à aider des commerçants, hein, c'est pas la question. Mais à partir du moment où on les aide à l'investissement sur du matériel, est-ce qu'on va pas ouvrir un peu la boîte de Pandore, hein, puisque s'il suffit d'avoir une vitrine pour se faire financer son matériel professionnel, il va falloir avoir des enveloppes importantes, je pense. Alors, on se plie au règlement concernant les subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Puy-Rouennais, et notamment, je l'ai sous les yeux parce qu'effectivement la question avait été posée en commission, sont éligibles, ce qui s'est indiqué précisément, les investissements matériels qui permettent le développement commercial de l'entreprise, matériel professionnel spécifique, mobilier, équipement informatique et numérique, création de sites internet marchands, les équipements destinés à renforcer la sécurité du local commercial, les investissements permettant la réhabilitation énergétique et maîtrise de l'énergie du point de vente. Et ensuite, il faut savoir que cette année, nous ne renouvelons pas cette aide complémentaire de Tunin, qui est complémentaire à l'aide de la région du Puy-Rouennais, parce qu'on a décidé de mettre de l'argent plus à l'appui des commerçants en prévision des travaux qui vont avoir lieu sur la place Valois que sur cette aide à l'investissement. En fait, c'était. Vous avez fermé la base de compte. En fait, l'aide vitrine, c'était le nom de. Voilà. Mais derrière, il n'y avait pas que ça. En fait. Voilà. Oui, aussi, il n'y avait que ça. Oui, au début, parce que c'était suite au Covid, ouais. Mais après, à partir du moment où on avait adopté qu'on complétait avec 10%, le conseil régional. On est tenu à accéder. Oui, c'est ça, on est obligé d'être dans le cadre du règlement. À compléter avec les 10%. Oui, d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. On va passer à l'urbanisme avec 3 délibérations. Florian, je te laisse la parole. T'as un micro, c'est bien. Alors la délibération numéro 1, c'est l'arrêté du projet de révision allégée numéro 1 du plan local d'urbanisme et tirant le plan de la concertation. Pour rappel, la commune a été condamnée au tribunal administratif de Grenoble en date du 17 février 2022, donc il y a 2 ans, en lien avec le PLU validé par délibération du 4 juillet 2019. La commune a été condamnée. Le tribunal administratif a mis la délibération du 4 juillet 2019 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classait les parcelles cadastrales 147 et 342 en zone agricole à Con. Cette décision constitue une annulation partielle du PLU après le 4 juillet 2019. Elle ne remet pas en cause l'application du PLU sur le reste du territoire communal. La procédure allégée numéro 1 vise uniquement à reclasser ces parcelles en zone naturelle, placement en cohérence avec les motifs retenus par le jugement du tribunal. Donc on a 2 parcelles qui ont été
classés dans la révision du PLU 2019, qui doivent être déclassés. C'est une procédure qui était très longue, qui a duré 2 ans. Et le tribunal a condamné la commune à modifier ces 2 parcelles qui restent des parcelles qui étaient des zones en zone agricole avec protection forestière, en zone naturelle. Suite à quoi, bien sûr, on devra présenter cette délibération à l'ensemble des partenaires de la commune. Est-ce qu'il y a des questions? Juste pour préciser, la petite révision allégée du PLU, donc le PLU avait coûté une 60aine de milliers d'euros en 2019, là, la petite révision de coûte 10 000 euros en termes d'économie d'échelle. Quand on est condamné, c'est catastrophique pour la commune. L'urbanisme. Ouais. Et en plus, ça En l'occurrence, c'est les partenaires et les bureaux d'études qui définissent quel classement est positionné. La zone aqua avec une traversée de voirie au milieu, c'est vrai qu'elle n'était pas bien judicieuse à ce moment-là. C'est le seul dossier qui a abouti à une validation, à un accord du tribunal sur un reclassement de parcelle lié à la révision de 2019. L'urbanisme, c'est tout un monde. Des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération suivante, Florian, je te laisse la parole. Validation des travaux d'enfouissement des réseaux de distribution publique d'électricité et de télécommunications, place de Valois, dans le cadre de l'opération de requalification urbaine. PE38, qui est notre partenaire institutionnel, nous demande de prendre une délibération de principe, comme on l'a fait l'année dernière sur le transfert de compétences, sur les ouvrages qui sont à leur charge et qui sont cofinancés par nous, sur l'enfouissement de réseau. Donc on a présenté en commission l'emplacement avec l'endroit où on allait devoir offrir quelques réseaux pour avoir une qualité paysagère plus importante. On en profite pour ne plus rouvrir à cet endroit-là. Donc ça nous coûte 23 000 euros pour l'une et 13 000 euros pour l'autre sur les 2 zones concernées. Question? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Florian, pour la dernière délibération. Qui concerne la validation de l'avant-projet de l'opération de requalification urbaine et paysagère de la place d'Hector Valois, validation du montant des travaux de la tranche 1. Nous arrivons à un montant total maîtrise d'œuvre et études 358 619 euros. Le travaux hors taxe prévisionnelle 2 348 760 euros. Les aléas de chantier 117 437 euros. Et la provision pour la révision de coûts de 164 412 euros hors taxe. Donc nous arrivons à un montant estimatif total de dépenses de 2 989 228 euros hors taxe, sans prendre en compte, bien entendu, les retours d'offres que nous aurons lors d'appel d'offres qui sera lancé prochainement, et où je ne doute pas que nous allons avoir des prix très bas au vu du marché actuel. Cool. Question, Franck? Non. C'est plutôt un commentaire. On va finir sans micro. Sans micro? Ah non, c'est bon, j'ai compris. Ah oui, d'accord. Ok, vas-y. Non, parce que c'est quand même une délibération importante qui a été même si c'est dans les clous, on avait compris que ça se ferait, mais c'était important que notre groupe se positionne par rapport à ce projet. On a discuté entre nous. On voulait rappeler que depuis le début, on est avec notre majorité sur ce projet. L'équipe de CVRT s'est beaucoup investie dans le groupe de travail, dans les réunions, etc. Rappelez aussi que ça faisait partie de... si les élections s'étaient passées autrement, je pense qu'il y aurait aussi un projet d'Asvalois. C'était dans le programme. Et donc, voilà, on est sur le principe, on est d'accord avec ce projet depuis le début et on le soutient. On va voter cette délibération. Voilà. On a deux petites réserves, quand même. Donc on vote pour avec des réserves. On va s'abstenir, mais on vote pour avec des réserves. Une petite nuance. La petite réserve, c'est effectivement, on aurait aimé avoir un plan d'investissement un peu plus précis. On en a parlé tout à l'heure, parce que là, vous nous annoncez des fourchettes, etc. C'est-à-dire que on sent bien quand même qu'il y aura des subventions à la clé, mais si jamais ça ne se passait pas bien,
Comment on finance 3 millions d'euros à Q1, c'est pas possible, même avec l'augmentation de l'impôt. Je vais bien sourire, hein, c'est pas voilà, donc il y a quand même un petit risque là-dessus, qui est quand même pas négligeable, parce que tu as cité une fourchette. Voilà. On aurait aimé, comme Eric le réclame depuis longtemps, un plan d'investissement global, mais là, au moins sur ce projet qui est le projet de votre mandat, on aurait aimé quelque chose d'un peu plus précis financièrement. Ça, c'est la première petite réserve, mais peut-être que d'ici le budget, on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus précis, et ça serait bien. La deuxième petite réserve, et encore une fois, on trouve que sur un projet comme ça, qui engage la commune, comme tu l'as dit, ça fait longtemps que c'est quand même un gros investissement, c'est assez rare, des investissements de 3 millions d'euros dans une commune, de ne pas avoir réussi à avoir l'assentiment de la population, et notamment des commerçants. Alors, je sais que c'est compliqué, je sais que toujours des gens qui sont mécontents, c'est pas simple, mais je trouve que sur un projet comme ça, il y a peut-être eu un manque de méthode, ou je sais pas, moi je ne suis pas complètement dans le projet, on a parlé un peu avec Clotilde, je pense que peut-être qu'il y a encore des choses un dialogue à louer pour qu'effectivement les gens comprennent que c'est important voilà, de refaire cette place d'une certaine manière. J'ai entendu encore des gens qui n'ont pas compris le projet, donc voilà. Donc, c'est une petite réserve qu'on met. Je vous promets que Clotilde, qui est plus au courant qu'Éric et moi et que Xavier sur ce sujet-là, travaille aussi à faire comprendre autour d'elle. Donc, je veux dire, elle n'est pas là ce soir, c'est dommage parce que vraiment, elle aurait pris la parole à ma place si elle avait été là. Et voilà, donc on a ces deux petites réserves qui nous embêtent un peu, mais on votera cette délibération. Ok, alors je vais partiellement certainement lever les réserves. Concernant les subventions, donc en fait, nous on aimerait aussi aujourd'hui avoir un engagement ferme et définitif des subventions qu'on va toucher. Oui, mais j'aurais pu aussi annoncer, même officiellement, voilà, mais on n'y arrive pas, personne ne se positionne, donc le Pays Voironnais, visiblement, ça sera mardi. Le préfet, s'il vient avec son chéquier, le 15 mars. La région, ils nous ont dit 200 000 minimum et plus. Le département, on doit rencontrer le président. C'est la partie la plus compliquée. La seule inquiétude que je n'ai plus, c'est que chaque partenaire a rappelé qu'il avait signé la convention Petite Ville de demain, et que donc ça l'engage. Contrairement peut-être à d'autres dispositifs où il n'y a pas de signature en bas de page, voilà. Le président du Pays Voironnais l'a rappelé, et visiblement avec Action Cœur de Ville à Voiron, on va être les deux communes à avoir le plus de subventions. Donc ça veut dire que le Pays Voironnais s'engage clairement à nous aider, enfin, depuis le début, il y avait Claude Baillet aussi. Le Pays Voironnais est largement à nos côtés. Maintenant, l'État, le préfet vient à Cullin, il doit bien s'imaginer que je vais lui demander des sous. Donc voilà, ce qui fait que je suis un peu moins inquiet, c'est qu'il y a eu vraiment une signature et des partenaires qui sont engagés. Voilà, donc on saura leur rappeler. Après, il y a toujours le risque, on est d'accord. Ça, c'était sur la partie subvention, mais dès qu'on a des certitudes, vous les aurez. Et puis Clotilde, et tu as raison, Clotilde a été présente à chaque copil, malgré une activité professionnelle, et c'est pas facile parce que c'est en journée. Donc elle a toujours été là, elle soutient le projet. Donc ça, rien à dire, on avait décidé d'impliquer tous les groupes du conseil municipal et on a tenu jusqu'au bout. C'est parfait, les échanges ont été très bien. T'as pas eu Moshi, il est d'accord avec Non, il s'est fait trop loin pour venir. Ah oui, madame Bossier. Sur la partie compréhension, alors là, je voudrais juste aussi remettre un petit peu, parce que, alors, c'est pas faute de le répéter, mais je commence à être fatigué de tout ça. Des commerçants pas contents, ils sont une demi-poignée, mais c'est souvent les gens pas contents qu'on entend. D'ailleurs, on les entend peut-être un peu moins maintenant, parce qu'ils sont quand même venus à la réunion publique, il y avait plus de 200 personnes, et ils ont bien compris que finalement, contrairement à ce qui se dit, on doit être l'une des seules communes à avoir fait de la participation à un niveau élevé sur ce projet. Alors, je le rappelle encore une fois,
des fois ça pouvait être mentionné dans l'article du Dauphiné libéré qui sortirait dans 2 jours, ce serait pas mal. On a commencé en janvier 2023 par une réunion de concertation avec les habitants. D'une part. Ensuite, réunion de concertation avec les commerçants. Ensuite, alors, ces 2 réunions-là, plus la 3e où il y avait réunion, les 2 ici, les élus n'étaient pas invités, volontairement, pour éviter qu'il y ait ça serait bien qu'on fasse ça. Et hop, il y a vraiment eu un échange avec le programmiste. Et à partir de ces 3 réunions-là, le programmiste a sorti on va dire 2 scénarios. Et qui donc a vraiment émergé des réflexions de ces groupes de travail. Nous, on a choisi un des 2 scénarios, parce que c'est le rôle des élus, et Clotilde était avec nous quand on a choisi le scénario. Et une fois que ce scénario a été choisi, eh ben on est passé à la phase de faisabilité, et là on a recruté un maître d'œuvre, qui s'est avéré être le même que le programmiste, donc on a gagné du temps. Et à partir de là, il a essayé de mettre en œuvre ce scénario, c'est-à-dire qu'il allait voir techniquement ce qui était possible, ce qui n'était pas possible. Et ce qu'on a entendu au mois de juin, quand le maître d'œuvre a commencé à travailler sur le projet, c'est qu'on a entendu de la part de certains commerçants et de certains habitants, et je mets entre guillemets parce que ça ne vient pas de moi, mais ça vient de ce qu'on a entendu, ah merde, ils vont le faire. C'est-à-dire que certains ont pris conscience, parce que cette place Dr Vallon, on en entend parler depuis 45 ans, donc tout le monde s'était habitué à ce qu'on en parle et qu'on ne le fasse pas. Et bien là, ils se sont aperçus au mois de juin qu'on allait le faire. Et là, du coup, on a vu des habitants, des commerçants, venir nous voir en disant mais finalement, vous allez le faire? Ben oui, on va le faire, bien sûr. Et là, ben, ils ont rapproché les wagons. C'est-à-dire que ces commerçants et ces habitants, ils ne sont pas venus aux réunions. Et ils ont voulu après dire ben nous, ça ne nous plaît pas. Sauf que c'était trop tard. La phase de concertation était passée. Et autre outil que nous sommes la seule commune, je dirais pas de France, mais au moins de Pays-Voironnais et peut-être même de l'Isère, puisqu'on allait témoigner à Tarare pour expliquer cette démarche, c'est la mise en place de la maison des projets, qui est ouverte un jour par semaine depuis le mois de février, où il y a plus de 800 personnes qui sont venues, et quand les gens y viennent, à part boire le café et discuter, on note dans un cahier tout ce qu'ils disent. Et tout ça est remonté au maître d'œuvre, qui lui prend en compte. Alors bien sûr, quand il y a des trucs qui ne sont pas possibles, c'est pas pris en compte. Mais à chaque fois, il a amendé le projet avec ce que les gens sont venus en maison de projet. Et ça, le maître d'œuvre peut en témoigner, l'atelier des Cairns, qui fait des projets comme ça un peu de partout, nous a dit qu'on avait été l'une des seules communes à mettre la participation citoyenne en avant. Je peux vous assurer qu'il y a d'autres communes où les projets ils se décident un peu autour d'une table, il y a une réunion publique, ça part dans tous les sens, mais le projet il est validé. Nous, on a fait le choix, dès le début, de se confronter aux habitants. À la maison de projet, on a des permanences maintenant, même le jeudi soir, qu'on va mettre en place là, à partir du mois de mars. Donc il y a vraiment une concertation, sauf que comme tu l'as dit, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. En tout cas, nous, on est persuadés que le projet qui va être fait répond aux enjeux à la fois économiques et environnementaux de demain. Voilà, des mécontents, il y en aura toujours. Mais peut-être que c'est aussi pour ça que jamais on s'est attaqué à cette place Dr Vallon, parce que quand on a des levées de boucliers, quand on a des commerçants qui viennent avec des pancartes manifester pour une cérémonie des vœux en disant qu'ils ne sont pas contents et qu'ils sont même capables de lever leurs pancartes pendant que les enfants chantent, c'est quand même, pour moi, c'est hors du temps. Voilà, donc tout simplement pour dire que la participation citoyenne, elle a été là, les gens n'ont pas voulu s'en saisir. Et le train, il avance. On avait annoncé en janvier 2023 que l'AVP serait validé fin février 2024. C'est le cas. Et que les travaux démarreront à l'automne 2024. Ça va être le cas. Et que la place Dr Valois sera livrée automne 2025, avec une inauguration, j'espère, pour Noël 2025. On y travaille déjà. Voilà, on s'était engagé, on est allé au bout. Et peut-être que certains ont été surpris. Voilà. Oui. Est-ce qu'on est d'accord, pardon? Oui, donc, dès qu'on aura plus de choses sur les subventions, dès que... Bon, ok. Faut qu'on vote la délib. Pardon, je me suis un peu enflammé. Qui est contre? Non, là, on est sur le projet AVP. Non, on est sur l'AVP. L'enfouissement, c'était celle d'avant.
En tout cas, on offre le soutien de l'équipe minoritaire. Hein? Oui, mais il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'ils viennent éplucher. Allez, pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On termine avec un peu plus de légèreté que l'urbanisme, avec de l'éducation, c'est plus sympa. Anne, je te laisse la parole. Pour la signature d'une convention de financement dans le cadre du Fonds d'innovation pédagogique avec l'État représenté par l'Académie de Grenoble. Donc, dans le cadre de la démarche Notre école faisons l'ensemble, lancée par le Conseil national de refondation, une vaste concertation a été ouverte sur l'ensemble du territoire français et ils y ont associé les équipes pédagogiques dans les écoles, collèges et lycées volontaires, mais aussi les familles, élèves et élus locaux, représentants d'associations, acteurs du tissu associatif, avec pour perspective la liberté d'innovation des équipes portée par une dynamique collective. Les écoles et les établissements qui le souhaitent peuvent aller au-delà de la concertation, et c'est le cas de notre école Lucie et Camille Desmoulins, et élaborer ou adapter de manière consensuelle un projet pédagogique ayant vocation à nourrir le projet d'école ou d'établissement. Ces projets pédagogiques peuvent, le cas échéant, bénéficier d'un soutien financier. La convention suivante a pour objet d'organiser les modalités du soutien financier prévu dans le cadre du Fonds d'innovation pédagogique entre l'État, qui est gestionnaire du fonds, et la collectivité, qui est en charge des dépenses qui affèrent au projet pédagogique annexé à la dite convention. Les fonds attribués s'inscrivant dans une logique complémentaire et additionnelle au financement assuré par la collectivité, et cette dernière peut, donc le cas échéant, participer au financement des projets qui seront retenus en commission. Les fonds versés à la collectivité ne peuvent couvrir des dépenses de personnel. Donc après, il y avait la lecture de la dite convention. Est-ce qu'il faut que je la lise Voilà, simplement, c'est ce que j'allais dire. Simplement, donner quelques éléments au niveau du tout. Je remonte. Donc, le montant maximum que l'État s'engage à verser à la collectivité est de 5 685 €. Et la collectivité, elle s'engage à financer le projet pédagogique à hauteur de 315 €. C'est une convention qui est valable 1 an, et après elle est tacitement reconduite jusqu'à l'exécution des dépenses qui sont liées avec ce projet. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention entre la commune de Thuin et l'Académie de Grenoble et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention et effectuer toutes les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Oui, pardon. C'est moi qui... Non, est-ce que vous avez des questions? On est sûr qu'il n'a pas été supprimé dans les milliards. Ça sera une surprise. J'ai pas eu le temps de chercher, je vais chercher dans la journée, j'ai pas eu le temps. Là, avec le chèque qu'il va faire aux agriculteurs, on va devoir aussi prendre un peu de l'heure. Donc, l'année 2024 va être tendue, la loi de finances. D'autres questions? Il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On arrive au bout de ce conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Allez, Franck, on t'écoute. Autant on est OK pour la place Vallon, il y a un truc qui me chagrine. Je voulais en parler avec moi, je sais qu'on ne va pas être d'accord, mais quand même dire que, a priori, continuer à vouloir installer Galmer au Salamo. Oui. Vous redire, d'abord, c'est pas une question, mais vous redire officiellement au conseil municipal qu'on trouve que c'est une très mauvaise idée, que la commune aura besoin dans les futures années d'une réserve foncière stratégique à cet endroit-là, et que c'est obérer cette réserve foncière. Voilà, donc je ne suis pas sûr, on n'est pas sûr que Galmer soit suffisamment d'intérêt général pour l'installer à cet endroit-là. C'est un commerce important, évidemment, pour beaucoup de commerces, mais je pense qu'il faut trouver une autre solution et que cet emplacement, elle n'a pas tant que ça, des réserves foncières qui appartenaient à la commune. Je pense que c'est la seule à cet endroit-là, et garder ça pour un bâtiment public d'intérêt général. Je pense que c'est stratégique pour la commune. Donc voilà. Vous redire que pour nous c'est une erreur de faire ça. Je sais qu'on ne sera pas d'accord, donc pas forcément un débat, mais on voulait le reposer là, parce que
comme il n'y a pas de délibération, un jour on va avoir arrivé des livres, j'imagine, mais peut-être, ou pas, ça passe en décision, ça s'arrête. Donc on voulait profiter de ce conseil municipal pour vous redire qu'on n'était pas d'accord avec ce projet. Voilà. Ok, donc certainement une délibération arrivera le 29 mars, mais on risque peut-être d'être à demi d'accord finalement, parce qu'on ne se dirige pas vers une vente, mais vers un bail à construction. Ah bah non, parce qu'on récupère le terrain. C'est-à-dire qu'on reste propriétaire du terrain. Au bout de combien de temps? On ne sait pas, on sera certainement plus là tous les deux. Mais en tout, enfin plus là, je parle ici. Hein. Excusez-nous là. Plus là, je dis là, ici. Ah. Moi c'est sûr. Il y a des EHPAD là qui là aussi. On ne peut pas partir. Moi c'est sûr, moi je ne sais pas, mais moi c'est sûr. Dans ma meilleure truc, c'est minimum 18 ans, d'après ce que je sais. Oui, 20. 18 ans. Oui, mais ça veut dire que. Voilà. Et puis Gambert, peut-être que si le modèle de Gambert. Il récupérait un bâtiment comme Gambert dans 18 ans pour la commune. Non, enfin. Je trouve que c'est encore pire. D'accord. Bon, bah alors donc on n'est pas à demi d'accord, on n'est plus d'accord du tout. Allez, en tout cas, voilà, la délibération arrivera le 29 mars. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai un petit cadeau pour vous avant de partir.